Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Ouvrir une filiale aux États-Unis. Je suis Nicolas Bernard Masson, dirigeant de la société Masson International, société qui représente l'État de Pennsylvanie en France, Suisse et Belgique. Nous recevons dans cet épisode Benoît Gossin, VIE de la société TEA Ergo, qui va nous expliquer son expérience de VIE aux États-Unis et comment la société TEA Ergo a mis en place son VIE aux États-Unis. Si vous aimez le contenu de cette chaîne, je vous invite à vous abonner sur Spotify, iTunes ou YouTube et à laisser une bonne appréciation. Je vous souhaite une très bonne écoute. Merci Benoît de nous rejoindre pour cet épisode du podcast. Et puis merci de participer. C'est très gentil à toi de partager ton expérience avec nous. Est-ce que tu peux te présenter, Benoît, s'il te plaît, pour nos auditeurs? Alors, merci à toi de m'inviter. Bonjour à tout le monde. Moi, je m'appelle Benoît Gossin, j'ai 24 ans. Je suis un jeune ingénieur je suis parti l'année dernière aux États-Unis grâce au dispositif VIE. Et c'est pour ça que je me suis dans ce podcast pour un petit peu donner mon expérience et aider à la fois ceux qui veulent partir en VIE, aussi les entreprises, savoir un petit peu plus sur cette option qui est proposée aux entreprises. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours, Benoît, en tant qu'ingénieur et VIE? Alors, mon parcours, justement, mon VIE, j'ai fait une école d'ingénieur du groupe Polytech, l'ENS-GSI à Nancy, donc spécialisé en gestion de l'innovation et aussi en gestion de projet. J'ai fait aussi un double diplôme en Allemagne, à Kaiserslautern, dans une université technologique. Et après, quand il a fallu faire mon stage de fin d'études pour valider justement mon parcours d'ingénieur et mon diplôme, il m'a été proposé un VIE pour le compte d'une société basée à Nancy, donc c'est pour ça que j'ai accepté. Et voilà, donc pour la petite anecdote, ma première moitié de mon VIE a compté comme les 6 mois de stage en fait. Au lieu d'avoir une simple convention de stage, j'ai juste eu mon contrat de VIE. Et donc voilà un petit peu mon parcours avant le VIE. Et donc après, j'ai eu mon VIE que je viens de terminer il y a quelques mois. Et après, donc là, l'entreprise a choisi de me reconduire et de me faire confiance encore pour développer son activité aux États-Unis et de poursuivre ce que j'avais entrepris avec mon VIE. Et justement, en parlant de l'entreprise, tu travailles pour la société TEA Ergo. Est-ce que tu peux présenter succinctement l'entreprise? Alors, c'est une entreprise qui existe depuis une vingtaine d'années, qui est implantée à Nancy et qui fait, pour résumer très rapidement, des capteurs et des logiciels pour analyser l'interaction du corps humain avec son environnement. Donc, ça peut être l'analyse de mouvement, l'analyse du rythme cardiaque, l'eye tracking, l'analyse cérébrale et de l'activité cérébrale, dans le but d'accompagner les entreprises pour réduire les problèmes de santé professionnelle, de santé au travail, et aussi les laboratoires de recherche, qui eux vont faire juste des recherches sur le corps humain pour faire avancer la science. Donc ça, c'est une entreprise, comme j'ai dit, qui existe depuis 20 ans. On est présent à l'international. On fait du commerce énormément en Asie, bien évidemment en Europe, beaucoup au Canada. Et le VIE s'est posé dans le cadre de l'expansion aux États-Unis, parce que pour être aux États-Unis, il faut en général avoir un bureau là-bas et être sur place. Donc c'est pour ça qu'on souhaitait continuer notre expansion internationale et s'implanter aux États-Unis et donc choisir un VIE pour commencer ce processus. Est-ce que tu peux expliquer pour le coup à nos auditeurs qu'est-ce que le VIE, le volontariat international en entreprise? Alors, donc le volontariat international en entreprise, c'est un programme qui est organisé par Business France, qui est rattaché donc au ministère de l'économie. Et c'est une mission dans une entreprise d'une durée de 6 à 24 mois pour des jeunes de moins de 28 ans.
et donc qui est fait à l'étranger. Donc ça peut être en Europe comme aux États-Unis ou partout dans le monde. Il y a énormément de VIE, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est vraiment une grosse communauté francophone. Et aux États-Unis, c'est soit 12, soit 18. Et comment on met en place ce dispositif? Comment est-ce que se déroule le process de mise en place au niveau administratif avec Business France et avec ton entreprise? Alors, d'un point de vue de l'entreprise, c'est l'entreprise qui va aller voir Business France et qui va demander, qui va voilà, exprimer sa volonté à Business France de créer un VIE. Donc ensuite, c'est juste une inscription sur un site qui s'appelle CV Web et qui est en fait comme une plateforme de recrutement pour les entreprises qui mettent une annonce de poste. Et puis ensuite, après, donc ça va être juste un processus de recrutement. Une fois qu'on a trouvé la personne, il y a Business France en est informé. Et puis après, il va y avoir des démarches pour voilà, faire une lettre d'engagement, vérifier que la personne est éligible, etc. Et à l'inverse, du côté du volontaire ou de la volontaire qui va partir, c'est soit regarder, encore une fois, comme sur une plateforme d'offres d'emploi et regarder et postuler comme à un emploi normal, ou alors ça peut être quelqu'un qui travaillait déjà dans l'entreprise et qui voulait partir à l'étranger ou faire des projets. Et à ce moment-là, il n'y a pas toute cette démarche de candidature à effectuer parce que la personne est déjà trouvée pour le poste. Mais les deux sont possibles, mais globalement, c'est comme une demande d'emploi normale. Et j'imagine que suite à cela, tu dois avoir toute une démarche aussi au niveau du visa, mise en place d'un visa, mise en place du départ. C'est ça. Alors, le VIE, la démarche de visa est complètement séparée du VIE. Parce que comme je l'ai dit, il y a des VIE qui sont faits en Europe, qui sont faits dans des pays pour lesquels on n'a pas besoin de visa. Dans le cas des États-Unis, il faut un visa obligatoirement ce qu'on appelle un visa J1, qui est soit un visa de stagiaire ou un visa de trainee. Donc encore une fois, durée 12 ou 18 mois, qui est à faire en parallèle, mais avec ça, Business France nous indique évidemment les personnes contacter, sachant que normalement les VIE, encore une fois, c'est quand même un dispositif qui est assez conséquent et qui est pas mal utilisé pour les entreprises, donc ça permet aussi d'avoir déjà un petit peu un encadrement pour ces procédures d'immigration. D'accord. Et lors de ton arrivée en entreprise, tu as eu des formations, tu as eu tout un process aussi lorsque tu as rejoint cette entreprise avant de partir? Oui, alors ça après c'est tout à chacun, ça dépend de l'entreprise, ça dépend aussi du degré, je pense, d'implantation à l'international. S'il y a déjà une grosse structure sur place, la formation peut peut-être être faite sur place aux États-Unis ou dans d'autres pays. Moi, dans mon cas, j'étais vraiment la première personne à partir, donc il était évident qu'il fallait que je connaisse la société, les produits qui étaient vendus, toute la dynamique dans laquelle notre plan de développement s'inscrivait. Donc j'ai été formé en parallèle de mes études donc, pendant 6 mois, donc j'ai été stagiaire pendant 6 mois à l'entreprise avant de partir aux États-Unis. Donc ça, après, c'est encore une fois, ça dépend de l'entreprise. Je connais des personnes qui sont en VIE et qui travaillent en entreprise depuis 3-4 ans et qui sont ensuite. Donc ça dépend, tout est possible. Et lors de la mise en place de ton départ, donc avant vraiment de commencer ta mission, est-ce que tu as rencontré des difficultés déjà à ce stade au niveau administratif, visa? Comment ça s'est passé au niveau de ton visa? Niveau administratif, encore une fois, globalement, toutes les démarches sont simplifiées parce que ça existe déjà et c'est quand même quelque chose d'assez standard où voilà, il faut remplir plusieurs critères. Et ensuite, il faut les documents. Ça reste une démarche administrative, donc on n'est jamais à l'abri de quoi, des documents qui sont pas assez récents, qu'il faut renvoyer, etc. Mais voilà, moi j'ai eu un petit retard pour des raisons de structure d'accueil, etc. Donc j'ai eu 2 mois de retard sur mon visa. Je vais partir en février 2019 et donc je suis parti au final en avril 2019, ce qui est pas très grave en soi, mais voilà. Sinon, à part ça, encore une fois, Business France est quand même là pour nous accompagner. C'est relativement simple et puis après au niveau des visas, c'est encore une fois simplifié. Il faut juste être rigoureux, ça peut prendre un petit peu de temps, mais c'est vrai que comparer une démarche d'exportation et une démarche de partir à l'international, comparé à ce qui pourrait être fait sans aucune aide, c'est quand même bien simplifié et au moins tout est jalonné. Et ce visa, du coup, c'est quel visa que tu as dû mettre en place et comment tu l'as mis en place?
C'est un visa J1, donc qui est spécifique encore une fois. Donc c'est même les visas que les étudiants, par exemple, utilisent pour les étudiants français qui utilisent pour aller étudier dans les universités à l'étranger, aux États-Unis. Ce sont des visas donc soit d'une durée de 12 mois, d'une durée de 12 mois ou de 18 mois, sachant que si on va avoir un visa de 18 mois, il faut avoir déjà un an d'expérience en entreprise, donc un an d'expérience professionnelle pour pouvoir être justifié. Auquel cas, c'est 12 mois, c'est 12 mois de base. Il faut trouver un sponsor. Donc là, plusieurs sponsors existent. La Chambre de commerce franco-américaine, donc le mien. Après, il existe d'autres sponsors, comme Parenthèse, par exemple. Et voilà, ça dépend tout à chacun. Ça dépend aussi le sponsor qui va vous privilégier, la structure d'accueil ou l'entreprise en fonction des discussions, etc. Donc ça, voilà. Mais dès qu'il y a un sponsor, et normalement, il y en a quelques-uns, ils sont bien identifiés, les contacter. Et puis après, normalement, eux ont l'habitude et ils vont vous aider dans les démarches. Donc là, si on reprend l'ordre chronologique, tu as fini toutes tes démarches, tu as ton visa, tu es prêt à partir. Maintenant, comment l'entreprise a choisi son bureau? Quel a été le process? Comment elles ont analysé les États-Unis dans son ensemble? Et quel choix vous avez fait? Alors, le premier choix déjà, donc les États-Unis, c'est quand même quelque chose. Il faut quand même garder en tête que c'est un pays immense. C'est vraiment l'échelle de l'Europe. Il y a des États il y a des États qui sont plus grands que la France et sont presque dans le même État. Donc, nous, ce qu'on voulait déjà, pour des raisons de praticité évidemment, c'était d'être sur la côte est, parce qu'il y avait 6 heures de décalage, c'était quand même gérable. Alors que sur la côte ouest, c'est quand même 9 heures. Donc là, c'est quand même beaucoup plus compliqué pour travailler en tandem et être accompagné. Donc ça, c'était la première étape, déjà définir une zone géographique. Ensuite, sur la côte est, on a regardé par rapport, nous, à notre domaine d'activité, aux personnes qui nous intéressaient. Mais comme on était plutôt dans la haute technologie un petit peu, on était plutôt dans le coin, dans ce qu'on appelle le quart nord-est aux États-Unis, donc qui va à peu près de Washington DC jusqu'à Boston. Et puis après, ça s'est réduit petit à petit. L'entreprise avait déjà choisi la ville de Philadelphie avant que j'arrive, enfin avant de lancer le projet, parce qu'ils avaient rencontré des personnes avec qui ils avaient des affinités, et qui leur avaient proposé des plans d'accueil et des plans d'hébergement au niveau des bureaux. Et puis voilà. Mais après, c'est vrai que c'est vraiment là où l'entreprise voit ses intérêts, là où elle souhaite s'implanter, pour quelque raison que ce soit. En tout cas, ça ne vient pas impacter la démarche de VI en tant que telle. C'est vraiment plutôt stratégiquement quelle est la ville ou le secteur le plus pertinent pour l'entreprise, pour son expansion. Et si je reviens sur la partie bureau, installation, vous avez trouvé une structure qui permet d'accueillir le concept de VIE et qui vous propose également des bureaux, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Il y a des structures, donc là c'est un programme qui s'appelle Enrich Programme, où il y a donc déjà toutes les questions d'éligibilité, parce que d'un point de vue de l'immigration américaine, il faut que la structure d'accueil soit majoritairement composée d'Américains qui travaillent pour éviter des problèmes d'immigration, de travail illégal, etc. Donc il y a des structures comme ça qui créent des programmes et qui créent toutes les conditions favorables pour l'accueil de VIE. Et donc là, la structure à qui on a fait appel, c'est vrai qu'elle fournissait un petit peu un package clé en main en disant, en mettant un tuteur sur place, ou du moins quelqu'un qui est responsable de nous vis-à-vis de notre expérience aux États-Unis, donc vis-à-vis de la loi américaine et de l'immigration. Et puis après, c'était des bureaux. Nous, nos bureaux sont basés dans l'incubateur de start-up de l'université Temple à Philadelphie. Mais après, voilà, ça peut être vraiment n'importe où. Sachant que nous, dans le cadre de l'incubateur de start-up, c'est vrai que c'est quand même assez appréciable pour une entreprise qui est toute jeune aux États-Unis comme la nôtre, qui n'a pas vraiment d'expérience en arrivant sur place, d'avoir à disposition des personnes qui sont hautement qualifiées et dont c'est le métier de conseiller des jeunes entreprises, des jeunes entrepreneurs sur des choix qui sont très stratégiques. Et donc voilà, d'avoir des conseils de personnes éclairées, c'est vraiment très très important et très appréciable. Et en plus, bon, ça aide aussi d'un point de vue personnel à connaître la ville, à avoir des contacts des gens. Et d'ailleurs, bon, je repasse le bonjour parce que ça fait quelques temps que je les ai pas vus, mais voilà, ils sont vraiment top. Et franchement, il y a pas mal de structures comme ça qui existent. Il faut vraiment mettre beaucoup d'importance sur où est-ce qu'on va et comment est-ce qu'on peut être accompagné sur place. Et souvent, ça aussi, le VIE, ça permet de rencontrer des structures comme ça.
Et lors de ton arrivée, c'est toi qui as créé la filiale aux États-Unis. La filiale aux États-Unis, elle a été créée après ton arrivée ou avant peut-être? Comment ça Pendant. s'est Elle a passé? été créée pendant. Donc, alors, mon VIE, il a commencé en avril 2019 pour finir en fin mars 2020, donc un an. Et c'est au début de l'année 2020, donc le 2 janvier 2020, que la filiale américaine a été créée. Sachant qu'il n'y a aucune obligation de créer une entreprise américaine au sens juridique du terme pour pouvoir être VIE, parce qu'on peut très bien faire juste la prospection, l'analyse de marché, ou même de la vente qui sera juste fait directement de la France jusqu'aux États-Unis. Mais après, bon, c'était quand même le but à la base de regarder ce qui était faisable et de regarder quelle était la meilleure option pour créer ça. Et donc, on a créé donc avec des conseils juridiques, avec voilà, des personnes encore une fois expertes, on a créé une incorporation dans l'État du Delaware qui correspond juste à une entité fille de notre entité française. Et après, pour toutes les démarches administratives, c'est quelque chose qui est en soi relativement simple pour les États-Unis. Juste créer l'entreprise, après, c'est relativement simple. C'est beaucoup plus simple qu'en France. Là où ça se complique un petit peu plus tard, c'est tout au niveau de l'ouverture du compte en banque, tout ce qui est, par exemple, au niveau des taxes, au niveau de la fiscalité, parce que c'est quand même des choses qui sont différentes. Mais encore une fois, il y a énormément de personnes qui sont là pour aider aux États-Unis. Il y a des cabinets spécialisés de conseil franco-américains, que ce soit en fiscalité, en ressources humaines, etc., qui vont aider les entreprises. Comme l'année, nous, on était dans ce cas-là, on a fait appel à un cabinet qui nous a aidés, qui nous a aiguillés, tout ça. Donc voilà. Globalement, ça se passe bien. Encore une fois, c'est administratif, donc ça peut paraître un peu rébarbatif, mais sinon, tout est prévu et ça se passe bien. Et on a peut-être un peu moins évoqué ce sujet-là jusqu'ici. Au niveau de ton arrivée personnelle, toi, comment est-ce que tu t'es préparé au niveau des assurances, que ce soit des assurances personnelles ou des assurances médicales, au niveau des banques, comment tu t'es organisé, ton lieu de vie? Alors déjà, l'assurance, surtout aux États-Unis, c'est un point qui est extrêmement important parce que c'est quand même un pays qui est connu. Et c'est vrai, j'en ai fait les frais. Dès qu'il y a un tout petit pépin de santé ou dès qu'il faut faire un contrôle, ça peut monter vite à des milliers de dollars. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de très important. Et pour le coup, Business France, c'est l'énorme avantage du VIE pour moi, c'est qu'ils ont des contrats d'assurance qui sont déjà prénégociés. Donc il n'y a pas de choix en fait. On est VIE, donc on est assuré par une certaine assurance, qui a des contrats qui sont totalement adaptés. Et c'est vrai que ça permet de partir déjà sans se poser la question de voilà, s'il m'arrive quelque chose, si je dois être rapatrié, si je suis hospitalisé, voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est enlevé. C'est une grosse épine du pied qui est enlevée dans le cadre des VIE. Donc ça, c'est vraiment très bien. Ensuite, d'un point de vue habitation, moi, j'avais contacté des VIE qui étaient sur place, donc par les réseaux sociaux, etc. Et c'est vrai qu'on s'est trouvé par la structure d'accueil. On a été mis en contact avec d'autres VIE, puis on a créé une coloc. On a créé une coloc de 4 personnes. Voilà, pour des raisons économiques, et puis parce qu'on disait que c'était mieux comme ça, être ensemble. Il y en avait deux qui connaissaient déjà la ville. Il y en avait deux dont moi, qui arrivaient. Donc ça permettait, voilà, de découvrir la ville, d'avoir un petit peu des gens avec qui parler, etc. Mais sinon, ça, en règle générale, il y a quand même une grosse communauté de VIE dans énormément de villes, surtout si c'est des grandes villes. Il y a beaucoup d'entraide. Regardez sur tous les réseaux sociaux, sur les groupes des Français à l'étranger, par exemple, moi, les Français à Philadelphie, il y a beaucoup d'annonces de logements, etc., et de types. Et puis voilà, donc pour l'habitation, c'est quelque chose, voilà, il faut vraiment demander aux gens et être un petit peu avenant, et normalement, il n'y a pas de souci. Et pour ce qui est des banques, oui, alors il n'y a pas d'obligation dans le cas des États-Unis d'avoir un compte en banque américain. Moi, je vous le recommande parce que c'est quand même beaucoup plus simple. Sachant que voilà, l'indemnité qu'on reçoit en tant que VIE est versée sur un compte français. Puis après, il suffit juste de transférer soit en dépenses avec une carte internationale française, il faut demander à chaque banque, ou alors on transfère sur un compte américain, on utilise un compte américain. Sachant que c'est beaucoup plus simple qu'en France de créer un compte aux États-Unis. Donc ça, encore une fois, c'est vraiment l'histoire d'une après-midi et c'est fait. Mais globalement, c'est très simple et ça, c'est pas du tout le problème. Et au niveau de tes déplacements, une fois que tu étais arrivé à Philadelphie, est-ce que tu as eu besoin d'une voiture? Est-ce que tu as eu besoin de quelque chose, de faire des démarches pour ton permis, par exemple? Ou est-ce que les transports en commun suffisent à aller partout aux États-Unis?
Alors ça dépend des villes. Il y a des villes comme Philadelphie qui sont des villes dans lesquelles on peut tout faire à pied quasiment ou en transport en commun. On les appelle les walkable cities parce que c'est vrai qu'en centre-ville, il y a tout qui est à proximité, etc. Il y a des villes comme ça et il y a des villes où c'est totalement l'inverse. Si on va dans le Texas ou si on va à Los Angeles, sans voiture, c'est pas faisable. Donc ça, c'est à voir avec la ville qui est choisie, avec l'entreprise aussi. Trouver des accords, sachant qu'après, moi, dans mon cas, j'ai choisi de ne pas prendre de voiture parce que j'en avais pas de besoin. Et aussi, il faut, encore une fois, en termes d'échelle des États-Unis, il ne faut pas oublier que quelqu'un qui se trouve juste à côté, il peut être déjà à 2 heures d'avion. C'est-à-dire Chicago, c'est à côté de Philadelphie, il faut prendre l'avion, personne va prendre la voiture. Donc, c'est vrai que pour les démarches commerciales, sauf à moins d'être vraiment dans un secteur qui est ultra local, il faut être confronté à un moment à de l'avion ou du train, mais souvent c'est de l'avion. Donc voilà, si on va avoir une voiture ou si la ville a besoin d'avoir une voiture, il faut en avoir une, sinon c'est pas forcément mieux. Justement, sur ce sujet-là de ta prospection, comment est-ce que tu organises ta prospection et est-ce que tous tes clients sont dans le nord-est des États-Unis ou tu en as un petit peu partout? Ça te demande de te déplacer très souvent? Comment ça se passe? Ouais, alors les clients sont un petit peu partout, voilà, au niveau des prospects. Donc souvent ce que je fais, c'est que je sais que je vais aller pendant une semaine ou pendant 3 jours dans un coin. Donc, du coup, j'essaye de grouper voilà, des rendez-vous dans certains coins pour rentabiliser un peu le trajet. Après, ça dépend des stratégies. Si une entreprise dit, ben voilà, on sait que dans un État, on a assez, donc on va se concentrer sur l'État, ben, on peut très bien rester à l'échelle d'un État. Si après, c'est bon, si l'activité est tellement spécifique que les potentiels clients sont un petit peu dispersés partout sur le territoire américain, ce qui est le cas de mon entreprise, et du coup, il faut aller voyager. Il n'y a pas trop de secrets. Il faut bouger, il faut aller à la rencontre des gens. Mais après, voilà. Et au niveau de la prospection, c'est un petit peu comme en France. Donc évidemment, prospection par les réseaux sociaux spécialisés, par les mails, par les communautés d'acteurs qui sont pertinents pour l'entreprise. Et aussi, il y a les chambres de commerce américaines, par exemple, qui sont des entités où il y a plein d'entreprises, plein d'universités, etc. Donc c'est assez facile de se créer un réseau. Après, il y a les États. Par exemple, moi, l'État de Pennsylvanie m'aide pas mal dans ma prospection. Il y a la ville de Philadelphie aussi. Voilà, donc c'est vraiment chercher un petit peu ce qui convient le plus à l'entreprise, aux produits, aux stratégies, et pour ensuite l'utiliser et trouver des gens qui nous intéressent. Et par rapport à ta relation avec le siège en France, comment est-ce que tu vis ça? Qu'est-ce que tu attends de ton employeur en support en tant que veilleux? Est-ce que tu as besoin de suivi? Est-ce que tu as besoin d'offres commerciales qui soient délivrées rapidement? Est-ce que tu as besoin que ton management vienne te visiter? Quelles sont les attentes d'un veilleux par rapport au siège? Un peu de tout. Après, encore une fois, ça dépend de la société, ça dépend de la taille de la société, ça dépend de l'avancée de l'implantation aux États-Unis, ça dépend. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Moi, mon expérience, c'est qu'il y a quand même un besoin conséquent de support ou du moins de dialogue, forcément, parce on va non seulement discuter des activités et des démarches en entreprise, comme tu l'as dit, il y a besoin s'il y a un contrat, normalement, nous, moi, en tant que veilleux, je ne suis pas juridiquement responsable, donc ça veut dire qu'il faut quand même que ce soit l'entreprise qui gère et qui valide en amont, etc. Donc voilà, il y a plein de choses. Après, c'est vrai qu'en général, il y a quand même beaucoup besoin de support, comme si on envoyait quelqu'un, mais ça ne veut pas dire que s'il est de l'autre côté de l'Atlantique, on va l'oublier et tous les 3 mois, il va faire un rapport. En tout cas, moi, c'est pas la manière dont ni moi ni mon entreprise l'avons vécu et l'avons envisagé. Mais encore une fois, ça dépend de tout à chacun. Et si, par exemple, dans des très grosses entreprises, des multinationales, il y a un VIE qui est envoyé dans un siège aux États-Unis, il est possible qu'il ne contacte jamais la France parce que lui, il sera déjà intégré dans l'équipe américaine. Mais ce n'était pas mon cas. D'accord. Et au niveau maintenant que tu as terminé ton VIE, au niveau de la transition vers l'après-VIE, où est-ce que tu en es? Quelle démarche tu envisages et comment tu t'organises? Alors, transition de l'après-VIE, donc moi, ma société, j'ai choisi de continuer avec elle, donc on s'est choisi mutuellement de continuer ce que j'avais commencé aux États-Unis en tant que VIE, donc je suis actuellement employé américain. Bon, ça a pris un petit peu de temps, je suis actuellement en France parce qu'il y a la
crise du coronavirus, ça, c'est aussi des choses auxquelles il faut faire face. Et bon, c'est toujours dans ces contextes-là où c'est quand même bien d'être en veilleux parce qu'on sait où on va et on sait qu'on est assez protégé. Mais oui, sinon, donc en créant la société américaine, donc j'ai eu la possibilité d'être envoyé de la filiale américaine et de continuer. Donc ça, c'est des possibilités qui existent. Après, pas mal de mes colocataires, donc certains qui étaient en veilleux, donc certains sont rentrés en France, eux ont été repris par leur société en France pour continuer d'autres actions, pour continuer depuis les États-Unis, mais de plus loin, etc. Donc ça, tout est possible. Et au niveau du visa que vous envisagez maintenant, que tu es employé américain, quel type de visa vous allez mettre en place? Alors, on est passé par un visa, ce qui est dit E2, donc c'est des visas d'investisseurs, où pour avoir, en fait, c'est des visas de 25 mois pour les entreprises américaines, donc pour permettre aux entreprises américaines d'embaucher des travailleurs étrangers, où il faut simplement justifier d'un certain montant d'investissement donc aux États-Unis en disant bah voilà, moi je suis prêt à développer mon activité, regardez, j'ai fait tel et tel investissement, donc ce qui prouve que ça va commencer et ce qui prouve que j'ai de la richesse à créer sur votre sol, et aussi qui prouve que la personne qui est employée, donc l'étranger, ne peut pas remplacer un Américain. C'est-à-dire que moi, dans mon cas, par exemple, c'est assez simple dans le sens où c'est moi qui ai personnellement commencé l'entreprise aux États-Unis, qui ai effectué toute la démarche, et qu'un Américain ne pourra pas opérationnellement faire ce que je fais, du moins pas avant 6 mois, parce qu'il faudrait le former, etc., etc. Mais en tout cas, il y a plein de possibilités qui existent, et ça, il faut simplement aller voir un avocat d'immigration. Il y en a qui sont spécialisés aussi, qui sont franco-américains. Par exemple, celui de la Chambre franco-américaine de commerce de Philadelphie, celui que j'utilise, celui à qui j'ai fait appel, qui est très compétent et qui va tout simplement dire voilà tout le panel de solutions qui est à votre disposition. Moi, je vous conseille celle-là et après, on peut en discuter. Et Est-ce que tu as déjà touché le sujet des assurances et de la retraite ou pas encore? alors, les assurances, après, il faut parler avec l'entreprise. Moi, c'est vrai que j'avais dit, et mon entreprise, effectivement, était très compréhensive en disant, bah, ouais, aux États-Unis, il faut une assurance santé béton. Donc, j'ai continué avec l'assurance qui était avec les VIE, où là, ben, je les ai appelés, je leur ai dit, voilà ma situation. Donc, encore une fois, ils m'ont aidé parce qu'ils comprenaient aussi ce que c'était qu'un VIE, parce que forcément, c'est eux qui s'en occupent. Donc ça, c'est très bien. Puis après, la retraite, on est encore en train de gérer les petits détails parce que c'est des systèmes qui sont complètement différents. Il y a la Caisse des Français à l'étranger, il y a des plans de retraite américains, il y a juste simplement capitaliser soi-même. Donc voilà, ça encore une fois, c'est du choix avec l'entreprise. Il n'y a rien qui est obligatoire. Après, c'est plus des négociations avec l'entreprise et on discute. Ok. Et écoute, je voudrais passer un petit peu sur le mot de la fin et conclure sur notre entretien. Je voudrais savoir si tu as, toi, des conseils à donner aux entreprises qui nous écoutent, d'une part, et des conseils aux futurs VIE qui vont bientôt s'engager avec ces sociétés françaises. Déjà, dans les deux cas, c'est allez-y. C'est vraiment, il faut foncer, que ce soit de la part des entreprises ou de la part des volontaires. C'est vraiment un dispositif que moi-même, je ne connaissais pas avant d'y avoir affaire. Et bon, pour moi, il n'y a que du positif. Ça aide les entreprises dans les démarches administratives. Tout est jalonné, c'est relativement sécurisé au moins. Donc, on sait où on va. D'un point de vue du volontaire, ben, c'est pareil. On sait qu'il y a une grosse structure derrière, qu'on ne sera pas abandonné, ou du moins, si jamais on a un problème, on a quelqu'un vers qui se retourner. Et puis après, il y a plus un conseil sur le déroulement. C'est bien définir avec l'entreprise avant de partir quels sont les objectifs, quelles sont les attentes, parce que il y a des choses auxquelles on ne pense pas. Bon, forcément, on a beau préparer au maximum, quand on arrive sur place, il y a toujours des imprévus qui font que voilà, il faut se retourner rapidement. Mais voilà, c'est vraiment dire quel est l'objectif de ce VIE et qu'est-ce qu'on veut faire et pourquoi est-ce que la personne est envoyée sur place des deux côtés. Mais sinon, voilà, dans notre cadre, dans le cadre de TEA, dans le cadre de mon VIE, c'était vraiment découvrir le marché américain, regarder ce qui est possible de faire et prendre les actions ensuite et regarder voilà, quelle suite donner à ce projet. Et c'est vrai que pour ça, le VIE, c'est un dispositif qui est extraordinaire pour les raisons que j'ai citées. Et je crois que si on n'avait pas eu la possibilité d'avoir du VIE, on n'aurait pas été aussi rapide. Du moins, on aurait été beaucoup plus réticent à aller directement là-bas, à envoyer quelqu'un en extérieur. Oui,
Ma toute dernière question pour toi, c'est par rapport aux choses à mettre en place avec ton entreprise. Au niveau du salaire, comment ça se passe au sein du VIE? Alors, salaire au sein du VIE, c'est quelque chose qui est très simple. Il y a des barèmes, il y a des grilles qui sont disponibles. Si on tape barème VIE, c'est disponible, premier lien sur Internet, c'est un PDF. Et c'est très bien fait dans le sens où c'est défini selon les régions. Donc forcément que l'on aille, je prends un exemple, mais que l'on aille au Mexique ou aux États-Unis, même dans certaines villes, ça va pas du tout être le même niveau de vie. Donc ça, le barème est revu à la hausse ou à la baisse tous les 3 mois et en fonction de du lieu dans lequel le VIE est envoyé. Donc là, par exemple, dans le cas Philadelphie, on a des salaires qui sont forcément plus élevés que dans des petites villes du milieu des États-Unis où le niveau de vie serait beaucoup plus faible. Mais donc ça, c'est très très bien fait. C'est automatique. L'entreprise qui contracte n'a rien à faire et le volontaire n'a rien à faire non plus. Et puis donc ça c'est vraiment très automatique. Et en règle générale, les VIE, on arrive à vivre très très bien. Tout est indexé, donc c'est normal. On n'a pas peur d'être sous-payé ou surpayé. Bien, personne n'a peur d'être surpayé. Mais il y a vraiment, voilà, tout est prévu et c'est vraiment à l'image des assurances, à l'image de tout le reste. Il n'y a pas de souci. Super. Merci beaucoup pour ton retour, Benoît, sur ton expérience de VIE. Et merci encore une fois d'avoir participé à cet épisode du podcast. Les gens, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Sur LinkedIn peut-être, par email, si tu veux bien partager. Par email sur le site de la société, donc teoergo.com. Et puis voilà. Et encore une fois, si jamais il y a quelqu'un qui a des questions ou qui est intéressé par que ce soit le VIE, l'exploration d'un marché, même nous, nos produits, si vous voulez faire de la capture de mouvement, vous pouvez venir me parler, il n'y a pas de souci, je répondrai à vos questions. Super. Merci beaucoup, Benoît. Merci beaucoup. Et à très bientôt. À bientôt.